Imaginez une reine qui a régné sur un royaume plus grand que l'Europe, qui a séduit le roi le plus sage du monde et qui a donné naissance au premier empereur d'Éthiopie. Cette reine, c'est Makéda, la reine de Saba. Makéda est un personnage historique et légendaire qui a régné sur le royaume de Saba, qui s'étendait du Yémen au nord de l'Éthiopie et en Érythrée. Son nom signifie « la grande » en gaze, la langue liturgique de l'église orthodoxe éthiopienne. Dans cette vidéo, nous allons retracer son parcours. Makéda n'est pas une reine ordinaire. Elle est issue d'une lignée royale qui remonte à Noé et à son fils Cham, le père des Éthiopiens. Selon la légende, Cham aurait eu un fils nommé Cush, qui aurait eu un fils nommé Sapta, qui aurait eu un fils nommé Sab, qui aurait fondé le royaume de Saba. Makéda serait la fille du roi Béra et de la reine Ismeni. Avant même sa naissance, un songe prophétique annonça au roi que l'enfant qui naîtrait serait promis à un destin extraordinaire. Lorsque Makéda vint au monde, on raconte que le palais fut empli d'une lumière éclatante et d'un parfum envoûtant. Le roi Béra y vit le signe que sa fille était promise à de grandes choses. Il décida de lui donner le nom de Makéda, qui signifie « la grande » en gaze, la langue du royaume de Saba. Dès son plus jeune âge, Makéda se montra vive d'esprit et avide de connaissances. Elle étudia dans la bibliothèque royale aux côtés des plus grands savants du royaume. Son intelligence et sa soif d'apprendre impressionnèrent ses précepteurs. Lorsque Makéda eut atteint l'âge de 15 ans, une grave épidémie emporta ses parents, le roi Béra et la reine Ismeni. Avant de mourir, son père désigna Makéda comme seule héritière du trône, faisant fi de la tradition qui voulait que seuls les hommes règnent. Bien qu'encore très jeune, Makéda accepta avec gravité la lourde tâche qui lui incombait désormais. En l'an 990 avant Jésus-Christ, à peine âgée de 15 ans, elle devint reine de Saba. Le royaume qu'elle hérita était à son apogée. Situé sur d'importantes routes commerciales entre l'Afrique, l'Asie et la péninsule arabique, Saba contrôlait le commerce très lucratif de l'encens, de la myrrhe et des épices. Ces denrées précieuses étaient transportées par caravane à travers le désert avant d'être exportées vers la Méditerranée. La capitale, Marib, était une cité fastueuse dotée de hauts temples pyramidaux, à étages dédiés au dieu soleil Almaka et à la déesse de la lune Almaka. L'architecture et l'urbanisme sabéens étaient très en avance pour l'époque. Le royaume disposait d'un vaste système d'irrigation alimenté par un grand barrage, considéré comme une merveille d'ingénierie. Sur le plan culturel, Saba rayonnait par son excellence dans les arts, l'architecture et la poésie. La langue sabéenne avait déjà une longue tradition littéraire. Le royaume entretenait des contacts avec l'Égypte, la Nubie, la Grèce et la Mésopotamie, brassant les influences. La religion sabéenne était centrée sur le culte des corps célestes, en particulier le soleil et la lune. Chaque cité avait son dieu tutélaire. Le polythéisme sabéen comptait de nombreuses divinités liées aux forces de la nature. Le dieu principal est Almaka, le dieu lune, qui est représenté par un taureau ou un bélier. La déesse principale est Atarsama, la déesse soleil, qui est représentée par une lionne ou une gazelle. C'est donc à la tête d'un royaume riche, cultivé et cosmopolite que la jeune Makéda accéda au pouvoir. Son règne allait marquer un tournant, non seulement pour Saba mais pour toute la région. Makéda est une reine curieuse et avide de savoir. Elle entend parler d'un roi qui possède une sagesse incomparable, qui a bâti un temple magnifique pour son Dieu et qui règne sur un peuple prospère et fidèle. Ce roi, c'est Salomon, le roi d'Israël. Makéda décide de lui rendre visite à Jérusalem pour vérifier par elle-même si sa réputation est méritée. Elle se met en route avec une caravane chargée de cadeaux somptueux. Après un long voyage à travers le désert, elle arrive enfin à la cour de Salomon. Le roi l'accueille avec honneur et respect. Il est ébloui par sa beauté, son intelligence et sa générosité. Il lui offre un palais pour loger et organise des festins et des spectacles pour la divertir. Lors de leur première rencontre, Salomon et Makéda furent impressionnés l'un par l'autre, tous deux très cultivés. Ils discutèrent longuement, échangeant des énigmes et des questions complexes pour tester leur intelligence. Makéda interrogea Salomon sur sa foi et sur le Dieu unique qu'il vénérait. Le roi d'Israël lui expliqua les principes fondamentaux du monothéisme hébraïque. La reine de Saba
elle-même polythéiste, se montra très intéressée par cette religion nouvelle pour elle. De son côté, Salomon posa à son invité des devinettes difficiles. Selon la légende, il lui montra un bouquet de fleurs de lys naturelles et de lys artificiels faits d'un métal précieux. Il demanda à Makeda de distinguer les vrais des faux. Après mûre réflexion, elle y parvint en observant qu'un insecte se posait sur les vraies fleurs, mais pas sur les fausses. Impressionné par son discernement, Salomon offrit à Makeda de somptueux présents, or, pierres précieuses, étoffes rares et animaux exotiques. En retour, la souveraine lui fit don de quantités importantes d'encens, de myrrhe et d'épices, denrées très prisées. Au terme de plusieurs jours passés à échanger idées et cadeaux, un événement crucial se produisit, qui marqua un tournant dans leur relation. Une nuit, Salomon invita Makeda à dîner dans son palais. Il fit préparer un repas fin et des mets épicés. Après le dîner, il conduisit son invité dans une antichambre où il avait fait installer un lit à baldaquin entouré d'un voile transparent. Épuisé par le copieux repas, Makeda s'assoupit sur le lit. Salomon souleva doucement le voile et s'allongea auprès d'elle. C'est ainsi qu'ils conçurent un enfant cette nuit-là. Au matin, Salomon était parti, et Makeda réalisa qu'elle attendait un bébé. De retour à Saba après plusieurs mois d'absence, Makeda donna naissance à un fils qu'elle prénomma Baïna-Lekem. Dès sa prime enfance, on dit que l'enfant manifesta une intelligence remarquable, digne de ses illustres parents. Plus tard, il partit à Jérusalem pour y retrouver son père Salomon. À son retour en Éthiopie, il prendra le nom de Ménélik Ier et deviendra roi après le décès de sa mère. Son lignage donnera naissance à la dynastie salomonienne, qui régnera sur l'Éthiopie pendant des siècles. De cette rencontre historique entre la reine de Saba et le roi Salomon naquit une descendance qui marqua durablement l'histoire de l'Éthiopie. Leur union, au-delà de l'anecdote, scella les débuts d'une nouvelle ère pour le royaume de Saba et ses relations avec le monde méditerranéen. Elle élève son fils dans la foi juive, qu'elle a adopté après avoir rencontré Salomon. Elle lui enseigne les lois de Moïse, les psaumes de David et les proverbes de Salomon. Elle lui raconte aussi l'histoire de son père et lui montre l'anneau qu'il lui a offert. Ménélik grandit en beauté, en intelligence et en courage. Il ressemble à son père, tant par le physique que par l'esprit. Il est curieux de connaître son origine et il souhaite ardemment voir son père. Quand il atteint l'âge de 22 ans, il décide de partir à la recherche de Salomon à Jérusalem. Makeda accepte de le laisser partir, mais elle lui fait promettre de revenir. Elle lui confie une escorte de nobles et de soldats, et elle lui donne des cadeaux pour Salomon. De l'or, de l'encens, de la myrrhe, des épices, des pierres précieuses, des étoffes et des animaux exotiques. Ménélik arrive à Jérusalem, où il est accueilli avec honneur et respect par Salomon. Le roi reconnaît son fils à son visage et à son anneau. Il est ému et fier de le voir. Il lui offre un palais pour loger et organise des festins et des spectacles pour le divertir. Les deux souverains se livrent à un dialogue passionnant, où ils se posent des énigmes, des questions philosophiques, religieuses ou politiques. Salomon est impressionné par la sagesse de Ménélik, qui répond à toutes ces questions avec justesse et finesse. Ménélik est charmé par l'esprit de Salomon, qui lui transmet son savoir et sa foi. Ils se font mutuellement des cadeaux symboliques. Salomon offre à Ménélik une couronne en or gravée du nom de son dieu Yahvé. Ménélik offre à Salomon une fleur de lys en or gravée du nom de son dieu Almaka. Ils se promettent une amitié éternelle entre leurs peuples. Mais il y a un secret que Salomon ignore. Ménélik a été initié par les prêtres éthiopiens au mystère de l'Arche d'Alliance, le coffre sacré qui contient les tables de la loi données par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. L'arche est conservée dans le temple de Salomon, où seul le grand prêtre peut entrer une fois par an. Ménélik a pour mission de rapporter l'arche en Éthiopie pour la protéger des ennemis d'Israël. Il élabore un stratagème pour la dérober. Il se lie d'amitié avec le fils du grand prêtre, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il lui propose d'échanger leurs vêtements et leur place pendant une nuit. Il profite alors de l'occasion pour entrer dans le temple et s'emparer de l'arche. Ménélik quitte Jérusalem avec l'arche d'alliance, sans que personne ne s'en aperçoive. Il rejoint sa caravane et prend le chemin du retour vers Saba. Quand Salomon découvre la disparition de l'arche, il est furieux et désespéré. Il envoie des messagers pour rattraper Ménélik et récupérer l'arche. Mais il est trop tard. Ménélik a déjà franchi le Nil
et il est protégé par un miracle. Une nuée de feu et de fumée entoure l'arche et empêche quiconque de s'en approcher. Ménélik arrive en Éthiopie, où il est accueilli triomphalement par sa mère Makéda. Il installe l'arche dans une chapelle sur l'île de Tana, où elle sera gardée par des moines jusqu'à la fin des temps. De retour à Saba, Bainalekem fut accueilli en héros. Sa mère Makéda, vieillissante, décida de lui céder le trône. En l'an 960 avant Jésus-Christ, à l'âge de 25 ans, il devint le Négus ou roi de Saba, sous le nom de Ménélik Ier. Sous son règne, Ménélik poursuivit l'œuvre de sa mère. Il fit du judaïsme la religion officielle du royaume et entreprit de convertir ses sujets. Saba connut une période de paix et de prospérité. Plus tard, Ménélik Ier transféra sa capitale plus au sud, à Aksum. Son royaume prit alors le nom d'Aksum et s'étendit progressivement à toute la région, jetant les bases de l'Éthiopie antique. Ainsi, Makéda et Ménélik sont considérés comme les fondateurs de la dynastie salomonienne, qui régna sur l'Éthiopie pendant près de 1000 ans, jusqu'à la fin du XXe siècle. Leur lignage prestigieux conféra une légitimité et un prestige immense à cette dynastie profondément liée à l'histoire du christianisme éthiopien. Grâce à Makéda et à son fils Ménélik, les liens tissés avec Israël et le judaïsme ouvrirent la voie à l'introduction du christianisme en Éthiopie au IVe siècle. L'héritage de la reine de Saba marqua ainsi un tournant majeur dans l'histoire de la Corne de l'Afrique. Après avoir désigné son fils Ménélik comme successeur, Makéda poursuivit son règne encore de longues années. Selon la tradition, elle aurait régné pendant près d'un demi-siècle après être montée sur le trône vers l'âge de 15 ans. Dans ces dernières années, la reine de Saba se consacra surtout à des œuvres religieuses. Ayant été marquée par sa rencontre avec le roi Salomon et son enseignement, elle fit construire de nombreux temples dédiés au Dieu unique d'Israël. Elle voulait aussi laisser à la postérité des édifices grandioses, à l'image des grands pharaons bâtisseurs d'Égypte. Elle entreprit ainsi l'édification de plusieurs palais, dont le prestigieux palais de Makonas. Sur le plan commercial, le règne de Makéda vit la consolidation des routes caravanières permettant le négoce de l'encens et des épices. Saba connut sous son autorité une ère de prospérité économique et culturelle. Les dernières années de la reine furent assombries par un conflit avec le royaume de Himyar, au nord-ouest de Saba. Une guerre éclata pour le contrôle des routes commerciales. Makéda finit par signer un traité de paix avec le roi Himyarite, mettant fin aux hostilités. Peu après ce conflit, la grande souveraine rendit son dernier souffle au terme d'un règne qui dura près d'un demi-siècle selon la tradition. Les récits divergent quant au lieu et à la date exacte de sa mort. Certains historiens situent son décès vers 960 avant Jésus-Christ, au Yémen, berceau du royaume de Saba. Mais la tradition éthiopienne veut qu'elle soit morte vers 700 avant Jésus-Christ, dans la région éthiopienne du Tigré, après avoir abdiqué en faveur de Ménélik. Quoi qu'il en soit, même si les détails historiques demeurent flous, l'extraordinaire destin de Makéda ne cesse d'inspirer les imaginations. Son aura légendaire n'a pas faibli à travers les âges. Son héritage culturel et spirituel reste bien vivant de nos jours. En Éthiopie, elle est vénérée comme une sainte par les chrétiens orthodoxes. De nombreux lieux portent son nom, perpétuant son souvenir. Au-delà de l'Éthiopie, Makéda est devenue un symbole universel de sagesse, de beauté et de pouvoir féminin. Son histoire passionnante a traversé les âges, fascinant les esprits bien au-delà de son royaume de Saba. Elle est une source d'inspiration, montrant qu'une femme peut accéder aux plus hautes responsabilités et ouvrir son peuple à de nouveaux horizons spirituels. Par ses qualités hors du commun, la reine de Saba reste à jamais une figure légendaire qui traverse les siècles. Son courage et sa soif de connaissance incarnent des valeurs universellement partagées. Makéda nous rappelle que l'ouverture à d'autres cultures peut être une source d'enrichissement mutuel. Son extraordinaire histoire continue ainsi de parler à notre humanité. Makéda a laissé un héritage culturel et spirituel qui perdure encore aujourd'hui en Éthiopie et dans le monde entier. Elle est considérée comme la mère de la dynastie salomonienne, qui a régné sur l'Éthiopie jusqu'au XXe siècle. Elle est vénérée comme une sainte par l'Église orthodoxe éthiopienne, qui célèbre sa fête le 9 novembre. Elle est admirée comme une figure emblématique de l'histoire africaine, qui symbolise la puissance, la sagesse et la foi.
L'histoire de cette reine est inspirante pour la civilisation africaine, car elle montre que l'Afrique a une histoire ancienne, riche et glorieuse, qui n'a rien à envier aux autres civilisations. Elle montre aussi que l'Afrique a été le berceau de la sagesse, de la culture et de la foi, qui ont influencé le monde entier. Elle montre enfin que l'Afrique a été le lieu de rencontre et d'échange entre des peuples et des religions divers, qui ont su coexister dans le respect et l'harmonie. Makeda, la reine de Saba, est donc un modèle de puissance, d'intelligence et de tolérance qui peut inspirer les Africains d'aujourd'hui et de demain. Que nous enseigne la vie de cette reine? La vie de cette reine nous enseigne plusieurs leçons que nous pouvons adapter à notre ère. Voici quelques exemples. Elle nous enseigne l'importance de la curiosité et de l'apprentissage. Makeda a voyagé à travers le monde pour rencontrer Salomon, et elle a appris de sa sagesse et de sa foi. Elle a enrichi sa culture et son esprit, et elle a partagé son savoir avec son peuple. Nous pouvons nous inspirer de son exemple pour chercher à découvrir de nouvelles choses, à élargir nos horizons et à échanger avec les autres. Elle nous enseigne l'importance de la tolérance et du respect. Makeda a su dialoguer avec Salomon, malgré leurs différences religieuses et culturelles. Elle a su apprécier ses qualités, sans renier ses origines. Elle a su coexister avec les autres dieux sans imposer le sien. Nous pouvons nous inspirer de son exemple pour accepter la diversité, pour reconnaître la valeur de chacun et pour vivre en harmonie avec les autres. Elle nous enseigne l'importance de la puissance et de la générosité. Makeda a régné sur un royaume prospère et puissant, qui était respecté par les autres civilisations. Elle a su gérer ses ressources avec sagesse et justice, et elle a su faire preuve de générosité envers Salomon et son peuple. Elle a su protéger son héritage sans le gaspiller. Nous pouvons nous inspirer de son exemple pour utiliser nos talents et nos richesses au service du bien commun, pour partager avec les autres et pour préserver notre patrimoine.